Bonjour à tous, je suis Marie-Constance Scott des publications Agora. On se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne pour une occasion assez spéciale puisque nous accueillons deux personnalités influentes dans le monde de la finance et de l'économie. Nous sommes avec l'un des tout premiers traders et formateurs sur les marchés à terme en France, Philippe Béchat, donc merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui auteur et rédacteur en chef de plusieurs lettres financières aux publications Agora, dont Béchat Confidentiel qui est la plus populaire auprès de nos lecteurs. Vous intervenez aussi régulièrement sur BFM Business et sur Ecorama où vous êtes sollicité pour partager vos analyses et votre expertise économique. Quant à notre second invité, c'est une personnalité plutôt connue pour sa carrière politique que pour ses analyses économiques. Donc nous sommes avec François Asselineau. On est ravis de vous avoir parmi nous. Merci, bonjour. Alors François Asselineau, nous allons revenir un petit peu sur votre parcours. Donc vous avez été diplômé d'HEC, puis reçu au concours d'entrée à l'ENA dans les années 80. Et ce que certains ne savent peut-être pas, c'est que vous avez suivi un parcours vraiment axé sur la finance, puisque vous avez été inspecteur des finances. Vous avez été aussi délégué général à l'intelligence économique auprès du ministère de l'économie et des finances par Nicolas Sarkozy dans les années 2000. Après avoir rejoint le RPF de Charles Pasqua, vous avez finalement décidé de créer votre propre parti politique il y a 14 ans, donc l'UPR, l'Union populaire républicaine, dont le but essentiel est de faire sortir la France de l'Union européenne, mais aussi de l'euro et de l'OTAN. C'est exact. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et vous proposez chaque semaine des analyses complètes de l'actualité géopolitique et économique sur toutes les plateformes de l'UPR. Et vous abordez souvent le sujet de la crise actuelle et la façon dont les conséquences de cette crise sont gérées par l'Union européenne. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc avant de nous plonger dans la crise, je vais d'abord m'adresser à vous Philippe et vous demander pourquoi, en quelques mots, avez-vous souhaité vous entretenir avec François Asselineau? Parce que je suis effectivement les analyses de François et je partage beaucoup de ses conclusions et certaines suggestions méritent vraiment d'être étudiées, approfondies. En tout cas, ça soulève des questionnements et je dois dire qu'aujourd'hui, on n'ose même plus se questionner. Il y a une sorte de censure générale, on ne peut rien dire qui remette aujourd'hui en cause l'Europe, son fonctionnement, alors que la crise qu'on vient de vivre, la crise sanitaire, a fait la démonstration éclatante de l'inexistence de la moindre coordination, cohésion de l'ensemble Europe. Donc on avait une espèce de grand foutoir fiscal avec des petits paradis par-ci par-là, des Luxembourg, des Pays-Bas, l'Irlande, un petit peu d'Andorre, de l'île de Man, enfin bref. Mais on se disait, bon, ça, au départ, on n'a pas su s'accorder, on n'a pas su se rapprocher sur ces questions, mais peut-être qu'avec un événement comme le Covid, d'un seul coup, l'Europe va saisir cette occasion, d'un seul coup, de démontrer sa capacité, d'un seul coup, à gérer tous ensemble, avec un esprit de coopération, on met tous nos savoirs en commun, on met tous nos moyens financiers pour commander tous ensemble des vaccins, on fait des tests PCR qui sont équivalents partout pour avoir vraiment une image nette, même si on ne connaît pas aujourd'hui quel est le taux PCR des tests optimal, au moins avoir tous le même aurait permis d'avoir un référent commun. Et là, l'Europe, alors là, elle n'a carrément pas existé. Et malheureusement, ce n'est qu'un symptôme de plus de ce que j'observe, de ce que François Asselineau observe et dénonce. C'est-à-dire qu'en fait, cette Europe, elle se résume juste à un euro qu'on essaye de faire survivre artificiellement, en occultant les divergences de croissance, d'orientation économique, on rajoute de l'argent pour masquer le fait qu'en fait le modèle est carrément en faillite, hein, ni plus ni moins. Alors justement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a eu des conséquences économiques désastreuses pour un certain nombre de pays européens. Et c'est pourquoi en juillet dernier, il a été décidé par les 27 pays de l'UE de souscrire à un programme de relance européen. Donc ce plan à hauteur de 750 milliards d'euros, porté par la Banque Centrale Européenne, passe par la mutualisation des dettes des États membres de la zone euro, qui pour la première fois ont tous accepté d'emprunter et de s'endetter collectivement. Alors pendant le processus de ratification en Allemagne, une plainte a été déposée contre ce plan
auprès du tribunal de Karlsruhe en raison de la non-conformité des actions entreprises par la BCE. Et cette plainte elle a été finalement rejetée par la justice allemande très récemment. Alors François Asselineau, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi il y a une tentative d'enrayer le plan de relance contre la BCE et est-ce qu'on peut parler d'une dérive de la part de la Banque centrale européenne ? Alors d'abord, merci de m'inviter. Ce qui est très souhaitable, c'est que le débat en France ait lieu. Or, à part sur notre chaîne UPRT, sur votre chaîne Agora, le débat n'a pas lieu. Il n'y a nulle part un débat de fond sur ce sujet fondamental de l'euro. Donc un grand merci déjà. Ce qui pose problème, parce que le débat fait rage, par exemple, en Allemagne. Et quand nous, on a la politique de l'autruche, on est certain que ça se terminera mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut être très clair dans son esprit. Il y avait plusieurs instructions pendantes devant la Cour de justice de Karlsruhe. Je rappelle qu'en Allemagne, les citoyens peuvent saisir ce qui est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel pour faire respecter la Constitution, alors que ce n'est pas le cas en France. En France, seul le président de la République, le Premier ministre ou le président du Sénat, plus 60 députés et sénateurs, peuvent saisir. En Allemagne, ça n'est pas le cas. En Allemagne, il y a des citoyens qui ont saisi la Banque centrale européenne à plusieurs reprises. Premièrement, sur cette affaire de plan de relance dont vous venez de parler, sur lequel je vais revenir. Deuxièmement, sur des plans de rachat de dettes qui se sont succédés. Le PSPP pour le rachat pour le secteur public, c'était l'année dernière. Et là, il y a une autre instance actuellement qui est sur la Pandemic Emergency Purchasing Plan, sur le rachat de dettes pour la pandémie. Ça, on en parlera peut-être après, si vous voulez bien. Mais focalisons-nous pour l'instant donc sur la première instance, qui est celle que vous venez de citer, qui concerne ce fameux plan de relance de 750 milliards d'euros. Alors, que les gens aient des esprits très clairs. Et ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que, contrairement à ce qui a été dit, il ne s'agit pas de mutualisation des dettes. Nous, on est ravis d'ailleurs de la décision de la BCE, de la Cour constitutionnelle, parce qu'elle est allée dans notre sens. On a beaucoup expliqué l'année dernière qu'il s'agissait pour la première fois, on a parlé d'un moment hamiltonien, parce qu'il y a toujours dans l'esprit, vous savez, le moment où les États-Unis d'Amérique sont devenus une fédération avec un endettement des États, donc on a eu référence à ça, ça remonte au XVIIIe siècle. On nous a dit que c'était un moment hamiltonien, qu'il y avait une mutualisation des dettes. Ça n'est pas vrai. Ce qui s'est passé simplement, c'est qu'il a été décidé que la Commission européenne allait s'endetter pour financer un plan de relance, et que ce plan de relance, que cet endettement, c'est la première fois, pas tout à fait la première fois, il y avait eu des petits détails, mais c'est la première fois que la Commission européenne allait s'endetter. Mais il n'a jamais été dit que si, par exemple, l'Italie ne remboursait pas sa quote-part, puisque la Commission européenne, elle fonctionne avec les quotes-parts des différents États membres, il n'a jamais été dit que l'Allemagne allait payer à la place de l'Italie. C'est ça qu'aurait été la mutualisation des dettes. Une mutualisation des dettes, c'est si la Commission européenne s'était endettée et que tous les pays avaient été in solidum, c'est-à-dire s'il y en avait qui avaient refusé de payer, l'Allemagne, par exemple, ou les autres pays qui, eux, paieraient à la place des autres. Pas du tout. Donc, en fait, il s'est agi simplement que le fonctionnement normal de la Commission européenne actuelle, qui recueille de l'argent de tous les États membres pour en restituer à tous les États membres. Vous savez que la France est un contributeur net. On peut, alors les chiffres varient, ce sont des chiffres énormes, on ne sait même pas à quoi s'en tenir. On peut estimer que depuis le départ du Royaume-Uni, la France doit payer pas loin de 18 à 20% du fonctionnement de l'Union européenne. Et que tout ceci doit nous coûter peut-être, entre ce que nous donnons et ce que nous recevons, peut-être de nous coûter 18 milliards d'euros. Mais ça veut donc dire que la France va participer à ce plan et va rembourser à sa quote-part. On n'a jamais dit qui allait rembourser. Alors c'est très important à comprendre parce que les 750 milliards d'euros ne tombent pas du ciel. La Commission européenne, elle s'endette sur les marchés pour 750 milliards d'euros. Mais normalement, qui va rembourser ? En fonction des quotes-parts. Et comme vous l'avez, je viens de vous dire à l'instant que la France, elle paye peut-être 18%. Si la BCE, si la Commission européenne, s'endette de 750 milliards d'euros, ça veut dire que globalement, au bout de quelques années, la France devra rembourser minimum 17-18% de 750 milliards d'euros. Ça veut donc dire quelque chose comme 100 à 120 milliards. Et notre gouvernement a si bien négocié qu'on va recevoir 40 milliards.
C'est-à-dire qu'on va recevoir, si ce programme fonctionne, 40 milliards d'euros. Et vous avez des gens comme M. Macron, comme M. Clément Beaune, le ministre des Affaires, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui essayent de faire croire dans les chaumières, regardez comme l'Europe est généreuse, elle va nous donner 40 milliards d'euros pour relancer notre économie. Mais on ne dit pas aux Français que sur ces 40 milliards d'euros, nous serons obligés à un moment ou à un autre d'en rembourser peut-être 100, peut-être 120 milliards. C'est une histoire de dingue. C'est une histoire. Il est absolument ahurissant qu'aucun responsable politique en France, notamment d'opposition, de la prétendue opposition. Que dit Madame Le Pen de ça? Rien. D'ailleurs, elle n'y comprend rien. Elle est complètement incompétente. Mais c'est la vérité. C'est la pure vérité. Que dit Monsieur Xavier Bertrand? Rien. D'ailleurs, il est complètement incompétent. Que dit Monsieur Bruno Retailleau? Que dit Monsieur Édouard Philippe? Et c'est sous son pontificat d'ailleurs que ça s'est passé. Que dit Monsieur Mélenchon? Que dit Monsieur Jadot? On est dans un système en France où des sommes inimaginables sont décidées à la place des Français et qui sont gérées, excusez-moi, par des gens qui sont totalement incompétents. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'une mutualisation des dettes parce que l'Allemagne va faire pareil que nous. L'Allemagne, ils vont payer plus que nous recevoir, mais eux, ils se sont mieux débrouillés. En revanche, il y a des pays qui se sont très bien débrouillés. C'est par exemple, je crois, l'Italie qui va recevoir quelque chose comme 80-90 milliards d'euros. Donc à peine moins que ce qu'ils vont payer. Et puis ceux qui vont en bénéficier, ben, ce sont les pays de l'Est qui vont avoir de l'argent supérieur à ce qu'ils vont payer. Pour conclure cette affaire, il n'y a donc pas eu du tout de moment hamiltonien, comme on nous a expliqué pour ceux qui suivent le dossier de près. Il ne s'est pas du tout agi d'une mutualisation des dettes. Il s'est agi qu'on a autorisé pour la première fois la Commission européenne à emprunter de façon massive. Il y aurait eu mutualisation des dettes, je le rappelle, si par exemple, mettons que l'Italie, l'Espagne disent ben non, on ne rembourse pas, et qu'à ce moment-là, c'est la France et l'Allemagne qui aurait remboursé, ça nous aurait coûté encore bien davantage. Alors, c'est ça qui s'est passé en Allemagne, c'est que vous avez donc un groupe de citoyens qui avait saisi le Conseil constitutionnel allemand, la Cour de Karlsruhe, le tribunal constitutionnel, qui a examiné les traités, puisque normalement la mutualisation des dettes n'est pas possible. Il a examiné ça, il a dit non, finalement, il n'y a pas de mutualisation des dettes, ce qui est notre analyse, et donc c'est bon. Donc il y a des européistes qui se sont félicités. Ah, c'est bon, les 750 milliards d'euros. En fait, cette décision ne signifie qu'une chose, c'est que, nous avions raison, il n'y a pas de mutualisation des dettes. Et puis, deuxièmement, et je termine ici mon propos, ça ne remet pas, ça ne concerne en rien l'affaire qui est actuellement en cours du PEPP, qui concerne des sommes 2 fois supérieures encore. Alors, je pourrais ajouter que Mario Draghi vient, en date du lundi 26 avril, d'annoncer que le plan de soutien à l'Italie était bouclé. Alors on attend de connaître effectivement le montant exact, ça sera certainement de l'ordre de 86 ou 90, etc. Ça ne fera que rajouter un petit peu plus, on va dire, de liquidité à celle que la BCE déverse déjà. Et on reviendra tout à l'heure à la cour de Karlsruhe, puisqu'elle devra juger aussi le côté licite de rachat de dettes au-delà de la fraction de 30%, c'est-à-dire que la BCE a une limite de détention de 30% d'une dette. Là, elle va passer au-delà des 100% de la dette italienne. C'est merveilleux. Alors, notez quand même cette fabuleuse concordance des agendas, ce scénario idéal où Mario Draghi arrive aux affaires exactement au moment où d'un seul coup on décide de délivrer des sommes à l'Italie, et des sommes qui ne sont pas de la dette mutualisée, mais qui sont une subvention, parce qu'on joue beaucoup sur les mots. Si on avait parlé effectivement d'argent donné à fonds perdus aux Italiens, ce n'était pas permis. La subvention, il n'y a rien dans les textes qui interdit effectivement de faire une subvention. Alors, il faut distinguer effectivement cette subvention en faveur de l'Italie et le plan de relance européen, qui est d'une taille absolument ridicule, puisque c'est 750 milliards sur 5 ans, donc 150 milliards par an. Ensuite, vous divisez ça en 27 pays avec on va dire des subsides au prorata, ce qui veut dire que
sur 27, vous divisez par 150 par 27 plus la Slovénie qui doit peser 0,3, etc. Vous voyez ce qu'ils vont recevoir, ça va se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est absolument ridicule. Quand les Américains mettent 150 milliards par mois. Et là, c'est de la vraie relance. C'est quelque chose qui va se voir. Ça va être des infrastructures, ça va être de la transition énergétique, des milliers, des centaines de milliers de bornes pour recharger des voitures électriques. En Europe, cet argent, pour l'instant, il sert uniquement à reboucher les trous, à financer la protection, enfin le filet, le parachute social, tout ce qu'on veut. Mais ces 150 milliards, j'attends qu'on nous démontre qu'ils vont vraiment servir à de la relance. Mais c'est juste ridicule, cette somme de 150 milliards par an, quand on voit qu'aux États-Unis, c'est 150 milliards par mois. Enfin voilà, donc en plus de ça, on est dans une bataille picro-choline, comme aurait dit Rabelais. On se débat dans un verre d'eau, alors que les Américains, ils ont sorti la grande lance, quoi. Vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que les 86 milliards d'euros qu'évoque Mario Draghi, d'ailleurs, effectivement, il a pu être nommé. D'ailleurs, personne n'a jamais voté pour Mario Draghi. Les Italiens n'ont pas voté pour Mario Draghi. Hein. On l'a sorti d'un chapeau. D'ailleurs, je fais ici une petite incidente. Peut-être qu'au mois d'octobre ou novembre, si la droite française n'arrive pas à se mettre d'accord, on va nous sortir d'un chapeau Madame Christine Lagarde comme candidate de compromis. Ça a déjà été écrit, le scénario, ailleurs pour d'autres fois. Alors c'est une hypothèse, personne n'en parle jamais, mais on pourrait très bien dire, regardez, Mme Lagarde, comme M. Draghi, connaît très bien les questions européennes. En plus, elle a été au FMI, elle a sauvé l'euro, etc. On peut nous sortir ça d'un chapeau, comme on l'a sorti d'un chapeau, M. Draghi, pour les Italiens. Bon, ça, c'est de la politique fiction. Et pour en revenir, Draghi, il est là pour gérer, en effet, les 80-86 milliards d'euros de ce fameux plan de relance. Je disais tout à l'heure que l'Italie va avoir une quote-part de 80 milliards d'euros. Et ils ont mis Draghi pour s'assurer que ça va essayer, ils vont essayer de mettre ça dans des projets porteurs. Mais encore une fois, il s'agit d'un emprunt, enfin il s'agit de sommes qui sont versées par la Commission européenne, et les pays devront donc rembourser au niveau de leur quote-part à horizon de 10 ou 15 ans. Et la France, dans ces 86 milliards d'euros dont bénéficie Mario Draghi, la France paye une quote-part, puisque nous, on touche beaucoup moins que ce que l'on va rembourser. Alors, Philippe Béchade a raison, par ailleurs, de souligner l'autre grand sujet, celui dont je parlais, qui est celui des rachats de dettes. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est que les pays membres de la zone euro, de l'Union européenne en général, de la zone euro en particulier, sont obligés de s'endetter, en particulier quand ils ont des très gros déficits. Et ceux qui ont les plus gros déficits sont ceux qui sont le plus pénalisés par l'euro. Puisque l'euro, je rappelle, c'est un petit peu... vous savez, le lit de Procus, hein, comme on dit dans la légende antique, c'est-à-dire qu'il faut, la taille unique pour tout le monde. Donc l'euro, l'un des drames de l'euro, c'est qu'il n'a qu'un seul taux de change. Et donc ce taux de change est calculé sur les marchés financiers comme étant une espèce de mélange de ce que serait le taux de change du Deutschmark avec ce que serait le taux de change de la drachme grecque, de la lire italienne, du franc français, de l'escudo portugais, etc. Au total, ça donne donc une monnaie dont le taux de change est inférieur à ce que serait le taux de change du Deutschmark, mais supérieur à ce que serait le taux de change du franc, et très supérieur à ce que serait le taux de change de l'Italie ou de la Grèce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système qui ne fait qu'aggraver les choses par construction, puisque l'Allemagne a une compétitivité supérieure aux autres pays de l'Europe et bénéficie d'une monnaie dont le taux de change est inférieur à ce qu'il devrait être. Donc l'Allemagne exporte de façon monumentale. C'est devenu quasiment le premier exportateur mondial avec la Chine. Elle engrange des excédents extraordinaires. C'est très bon pour l'Allemagne. En revanche, les pays du Sud en sont entravés par le coût trop élevé de l'euro par rapport à la compétitivité de leur économie nationale. Ça, c'est un des obstacles absolument majeurs de la conception même de l'euro que n'ont pas compris, en fait, les concepteurs et que beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Le résultat, c'est que donc, dans les pays du Sud, nous avons des taux de chômage énormes. En France, on ne sait même pas quel taux de chômage. Il est camouflé, il est caché. J'ai vu des chiffres qui circulent comme quoi les moins de 30 ans, il y aurait peut-être 17% de taux de chômage. C'est énorme. Et ceci est dû notamment au fait que notre monnaie est beaucoup trop chère.
Au passage, ça a d'ailleurs des conséquences sociales, sociétales que l'on voit tous les jours avec la montée de l'insécurité, de la violence. Ça ne va faire que croître et embellir, puisqu'on a une monnaie qui n'est pas faite pour nous. Alors le résultat, c'est que les pays du Sud dégagent des déficits et donc s'endettent. Et ils s'endettent jusqu'où? Jusqu'à ce que les marchés en tiennent compte, avec donc des montées des taux d'intérêt considérables. Au moment de la crise en Grèce, la Grèce avait un endettement public de l'ordre de 160-170% du PIB, rappelez-vous. À ce moment-là, il y a eu la fameuse Troïka, le Fonds monétaire international, Banque centrale européenne et la Commission européenne qui sont intervenus. Donc on a demandé au gouvernement de M. Tsipras, prétendument d'extrême gauche, de privatiser, de tailler dans les retraites. Le seul résultat de tout ça, c'est que tout a été privatisé. La loterie nationale, la SNCF locale, l'EDF local, les autoroutes locales, la Caisse des dépôts locale, etc. Qu'on a taillé dans les retraites des Grecs. Le taux de suicide des retraités grecs a été multiplié par 3. Et aujourd'hui, on en est où? On en est, au lieu d'avoir 170% d'endettement pour la Grèce, du PIB, on est à 200%. C'est-à-dire que la situation est pire. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé que la Banque centrale européenne s'est dit que pour trouver une solution, elle s'est mise à racheter la dette des Grecs. Et elle a commencé à racheter les dettes des pays du Sud. La Grèce, la France, l'Italie, etc. Et elle rachetait un peu tout le monde. Ça a été notamment le PSPP, ce premier plan, pour lequel des citoyens allemands avaient déposé plainte. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Allemagne, elle est à la fois bénéficiaire de l'euro, comme je le disais tout à l'heure, du fait des excédents commerciaux géants et que ça bénéficie à son industrie. Donc elle est très, très, très bénéficiaire. Mais ceux qui voient un peu plus loin se rendent compte qu'elle risque d'être également piégée, parce que si tout l'édifice s'effondre, finalement, le prêteur en dernier ressort, ce sera l'Allemagne. Il y avait le patron des patrons allemands, il y a quelques années, qui avait dit on est en train de prendre sur l'Allemagne un risque de 1000 milliards d'euros qui risque de nous tomber sur le museau. Donc il y a des citoyens en Allemagne, d'ailleurs bien informés, avec les élites allemandes, avec le soutien en cachet de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est-à-dire le journal des élites économiques, qui va se porter régulièrement devant la cour de Karlsruhe et qui dit notamment regardez ce qui se passe, la BCE va au-delà de son mandat et elle rachète des dettes des pays du Sud. D'où la première décision qui a été prise l'année dernière, qui a fait un coup de tonnerre, puisque le tribunal de Karlsruhe a dit qu'effectivement ça posait un problème et qu'il fallait, que la BCE justifie ses achats, un problème au regard des traités. 2, que la BCE ne pouvait pas acheter, comme le disait Philippe, plus de 33% des dettes d'un État. Et 3, c'était un premier verrou. Deuxième verrou, que les rachats de dettes ne pouvaient pas globalement représenter une partie plus importante que ce que représente un État dans le capital de la BCE. Parce que la BCE, c'est comme le FMI, si vous voulez, vous avez des États qui n'ont pas la même part au capital de la BCE. Donc c'était les deux verrous. Ça avait fait un scandale, rappelez-vous. Déjà l'année dernière, il y avait eu, ça a été l'horreur. Tous les journaux européistes français avaient hurlé contre le gouvernement des juges, etc. Les juges, ils ne faisaient qu'appliquer, ce qui devrait être le cas d'ailleurs en France, ils ne faisaient qu'appliquer la constitution allemande et le respect des traités, excusez-moi. Et notamment les traités interdisent formellement à la BCE de faire du financement des États. C'est écrit noir sur blanc. Alors suite à ça, la conséquence de ça c'était l'explosion de l'euro. Il faut voir que les conséquences sont énormes. Suite à ça, ça a été un drame dans le petit Landerneau. Les coups de téléphone ont dû vromber. Et il a donc été décidé. Alors la BCE a vaguement expliqué au tribunal constitutionnel ce qu'elle faisait. Madame Merkel a dû passer puis pas seulement elle, je suppose aussi, venue d'outre-Atlantique, des appels téléphoniques sur le thème « Vous pouvez pas faire ça ». Les juges, ils sont indépendants, ils sont très indépendants, les juges allemands. Ils n'ont un mandat que de 10 ans non renouvelable, donc ça leur donne une sûreté. Et puis ce sont des juges, ce sont des magistrats d'origine. C'est pas des politiciens comme au Conseil constitutionnel français. Ce ne sont pas des gens qui jugent en opportunité, ce sont des gens qui jugent en droit. Mais néanmoins, les pressions ont été telles que le tribunal de Karlsruhe a donc pris la décision que je viens de vous dire. OK, mais pas plus de 33% par État, de chaque dette de chaque État, et pas plus que le pourcentage dans le capital. Sauf que
les mêmes causes produisant les mêmes effets, les États du Sud ont continué à s'endetter. Et la Banque centrale européenne a été obligée d'acheter des dettes, et elle achète plus de dettes de l'Italie, de la France, de la Grèce, de l'Espagne, que des dettes du Danemark ou de la Finlande. Donc, de nouveau, le problème s'est posé. Ça, c'est un autre programme qui s'est appelé le PEPP. Pour que vous visualisiez les chiffres, le PEPP, c'était 750 milliards d'euros annoncés dans un premier temps, monté ensuite à 1300 milliards d'euros, et qui maintenant est à 1800 milliards d'euros. Donc la Banque centrale européenne est en train d'acheter pour 1800 milliards d'euros de dette publique des États du Sud. Et c'est là que donc de nouveau des citoyens allemands, des députés, etc., ont de nouveau saisi le tribunal de Karlsruhe en disant mais ils violent parfaitement ce que vous avez dit, puisque en fait, effectivement, ils sont, comme le dit Philippe, on n'est plus à 33%, je crois que c'est 100%, enfin ils rachètent. Parce que si on ne rachète pas la dette de la Grèce, la dette de l'Italie, les taux d'intérêt vont flamber. Alors, on a des taux d'intérêt qui sont complètement artificiels. Par exemple, je disais tout à l'heure, au moment de la crise en Grèce, avant ces programmes dits de quantitative easing, etc., la dette de la Grèce, avec 160-170% du PIB, elle payait pour s'endetter à court moyen terme jusqu'à 35%. Aujourd'hui, comme c'est racheté par la BCE, c'est 1%. Même pas. Même pas. Même voilà. pas. C'est 100 points en dessous de la rémunération du 10 ans américain. Voilà. Ça veut donc dire... Ou l'équivalent à quelques pouillèmes près du rendement de la dette britannique. Ça veut donc dire qu'on est dans une société... Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. On a des gens qui n'ont que le libéralisme à la bouche, qui n'ont que ça, mais en réalité, nous sommes dans une économie de plus en plus administrée, complètement déconnectée des marchés. En fait, les marchés ne font plus payer le risque grec. Ils ne font plus payer le risque italien. Mais ça veut donc dire qu'il y a bien quelqu'un qui porte le risque, au bout du compte. Le risque, il est porté globalement par la BCE, et globalement, au final, c'est là sur l'Allemagne que ça va retomber. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Allemagne est dans un état de schizophrénie, parce que conjoncturellement, année après année, ça favorise considérablement son économie et son industrie. Mais il y a une espèce d'épée de Damoclès qui était en train de devenir, je sais pas, une bombe atomique qui ne fait que grossir. Justement, quelles seront les conséquences pour les Français sur le long terme après Alors, déjà, vous notez que là, ce dont je parle, ce sont quand même enfin, je crois que ce que je dis, c'est quand même d'une extrême gravité. Quiconque s'intéresse 30 secondes à ce que je dis se dit, effectivement, il y a quand même un énorme problème. Est-ce qu'on parle de ça en France ? Personne. On a dans un an une élection présidentielle. Est-ce qu'on en parle ? Rien. On se dit, est-ce que Xavier Bertrand, Bruno Retailleau ou Madame Pécresse qu'est-ce qu'ils vont décider ? Ou alors on parle de la robe de Louis Vuitton, la dernière robe de Louis Vuitton de Brigitte Macron. Voilà, ça, c'est la France. Alors qu'il y a c'est exceptionnellement grave ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Soit le tribunal de Karlsruhe dit c'est inconstitutionnel. L'Allemagne doit se retirer. Alors là, c'est terra incognita. Là, ça veut dire que le système ne peut plus fonctionner. Ça n'arrivera jamais, ça. C'est quand même une possibilité, parce que n'oubliez pas que les Allemands, encore une fois, le tribunal allemand, il est constitué de magistrats, nommés, élus d'ailleurs. Ils sont élus par les chambres, par le Bundesrat et le Bundestag, pour 10 ans. Et puis ce sont des magistrats qui ont blanchi sous le harnais. Nous, au Conseil constitutionnel, on a des gens qui sont des amis du pouvoir, qui ont été nommés par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Pour service rendu. Pour service rendu, et qui n'ont, en général, pas tous, mais la plupart d'entre eux, n'ont aucune expérience juridique très mince. Ce sont plutôt des combinards. Ce qui d'ailleurs me fait rigoler quand je vois que la France donnait des leçons à la Pologne parce qu'elle réformait sa Cour constitutionnelle en disant qu'elle ne respectait pas l'indépendance de la Cour constitutionnelle polonaise. Donc c'est incroyable. La France est en train de reprocher ça. Nous, d'ailleurs, dans le programme de l'UPR, il y avait justement l'idée de s'inspirer de ce que font les Allemands, d'avoir une vraie Cour constitutionnelle qui soit peuplée de magistrats n'ayant aucune appartenance politique connue et qui jugerait pour défendre la Constitution. Parce que nous, en France, il ne s'agit pas de défendre la Constitution. Quand il y a un problème, on a un Conseil constitutionnel qui dit bah oui, là, ça pose problème, il faut modifier la Constitution. Alors que les Allemands, eux, ils disent non, là, on a un problème avec la Constitution. Die Bundesverfassung, Verfassung, c'est-à-dire le lien. Hein, c'est très important, l'étymologie à comprendre. Donc ça n'est pas acceptable. Donc la première hypothèse que moi je ne rejette pas totalement comme hypothèse, même si effectivement d'un point de vue politique, financier, mondial, ça serait quelque chose, ça sera alors véritablement un coup de
plus qu'un coup de tonnerre, une bombe atomique, c'est que le tribunal de Karlsruhe dise non, ça n'est pas possible. Alors à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passerait. J'imagine que peut-être on essaierait de trouver... En tout cas, un coup d'arrêt serait donné à ça. Et ça veut dire qu'inéluctablement, le taux d'intérêt sur l'Italie, sur la Grèce, sur la France repartirait en hausse. Et à très court terme, ça serait l'explosion de l'euro. Je rappelle qu'au moment de la crise grecque, Mme Merkel avait demandé la sortie de la Grèce de l'euro. Sauf que les concepteurs géniaux du traité de Maastricht, au premier rang desquels M. Attali, qui s'en était d'ailleurs flatté, n'ont pas prévu de clause de sortie de l'euro. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir de l'euro juridiquement que si on sort de l'Union européenne. Il n'y a pas de clause de sortie. En attendant, là, on aurait certainement, à mon avis, vraiment le début de la fin de l'euro, avec une explosion, avec le départ de la Grèce, de l'Italie, et puis un truc qui... L'autre hypothèse, c'est que le Conseil constitutionnel allemand, le tribunal de Karlsruhe, avale son chapeau, avale la Constitution, parce qu'ils ont un pistolet sur la tempe, parce qu'objectivement, la BCE, excusez-moi l'expression vulgaire, mais se fout du monde. Elle ne respecte absolument pas les contraintes qui ont été fixées encore l'an dernier. Si le tribunal de Karlsruhe approuve néanmoins ça, eh ben ça va continuer. Mais alors jusqu'où ? C'est pas Philippe qui va me contredire, il y a un proverbe qui dit sur les marchés boursiers, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Théoriquement, il n'y a aucune raison pour laquelle la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ne continuent pas à s'endetter. A fortiori avec cette affaire de pandémie. Là, on a atteint des taux d'endettement inimaginables. Donc normalement, à ce moment-là, la BCE va continuer jusqu'à avoir, je crois qu'elle a acheté pour 7 500 milliards d'euros de dette. Elle va continuer à s'endetter, sachant que elle détiendra beaucoup plus de dettes des pays du Sud, qui sont des pays de plus en plus insolvables, et de moins en moins de l'Allemagne. Donc les Allemands sont quand même des Allemands. Jusqu'où ils vont accepter ça ? Parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ça risque, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça risque de leur retomber dessus. Donc en réalité, la vérité telle qu'elle est toute nue ici, c'est que nous sommes face à ce qu'on appellerait en mathématiques une équation surdéterminée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution viable, si ce n'est que dans tous les cas de figure, au bout du compte, l'explosion de l'euro. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça, Philippe Béchade ? Alors, j'ai plusieurs observations. D'abord, on va commencer par une bonne nouvelle quand même, parce que là, François nous a fait très très peur. Il nous parle de conséquences terribles, de l'éclatement de l'euro, de pays à la limite de l'impécuniosité, de la banqueroute. Eh bien, la France, notre beau pays, vient de prendre la première place en Europe en termes d'encours de dette. L'Italie a été longtemps devant nous, l'Italie avec ses 140% d'endettement, etc. Mais globalement, par rapport au PIB de l'Italie, on avait une masse de dette, une masse algébrique, qui se situait aux alentours des 30 000 milliards. Et la France, la France vient de ravir cette première place du pays qui a l'encours de dette le plus élevé en Europe. Donc nous sommes maintenant à la deuxième place derrière les États-Unis. Alors j'ai exclu le Japon et la Chine, puisque le Japon c'est une dette autodétenue. La Chine c'est pareil, alors que nous, la France, ce sont des créanciers extérieurs qui détiennent 50 ou 51% de la dette. Donc là, ça y est, la France, enfin on est numéro 1. On est numéro 1 de la dette devant l'Italie. On ne pensait pas pouvoir la rattraper. Eh bien, voilà, c'est chose faite. Youpi. Le deuxième point, c'est que les déséquilibres entre les pays du Sud et l'Allemagne se sont creusés. Et comme l'a dit François, on est maintenant sur un encours indu envers l'Allemagne qui se chiffre à 1000 milliards. Donc on comprend bien que ce n'est pas remboursable. Et du point de vue de l'Allemagne, on ne peut pas non plus faire une croix sur 1000 milliards que devrait pour 50% l'Italie et pour les 50% restants, Espagne, Portugal, Grèce, etc. Donc là, on est effectivement dans une équation absolument insoluble.
Alors comment on la résout cette équation actuellement? On fait comme lors d'une partie de poker. Tous les soirs, vous jouez au poker et tous les soirs, vous perdez contre l'Allemagne. Systématiquement. L'Allemagne a toujours la meilleure main, l'Allemagne a toujours la meilleure relance, et vous perdez tous les soirs contre l'Allemagne. Et pour que la partie continue dans votre petit club privé où on se sent bien entre soi, au lieu de dire aux Italiens, aux Espagnols, aux Français, bon, vous n'oubliez pas de faire un chèque à l'Allemagne, si vous voulez qu'on se retrouve demain soir à la même heure pour rejouer, eh bien non, on inscrit sur un petit carnet ce que les uns et les autres doivent, mais on n'exige jamais. On n'exige jamais l'argent. Donc on peut continuer de jouer au poker ensemble. Et puis l'Allemagne, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle manipule bien les cartes. En tout cas, c'est toujours elle qui a les meilleures mains et c'est toujours elle qui remporte le pot. Et on continue. Et on peut continuer comme ça longtemps. Et on peut prendre même un deuxième carnet une fois qu'on aura dépassé les 500 milliards de dus de l'Italie par rapport à l'Allemagne. On attaquera un deuxième carnet. Continuons comme ça, et c'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne ce que fait la BCE, est-ce légal ou illégal? Tout le monde sait que c'est illégal, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. On ne va pas constater un truc qui est évident. Et c'est pour ça que même nos personnels politiques, de la droite à la gauche, et même allant jusqu'à Mélenchon ou Écologie des Verts, vous avez personne aujourd'hui qui propose de sortir de l'Europe parce que l'Europe triche avec les règles qu'elle s'était fixées. Tout le monde s'en accommode. Donc, je dirais qu'on ne parle pas d'un truc, c'est honteux, c'est aussi un petit peu comme dans une histoire de cocufiage. Bon, tout le monde sait, le cocu fait semblant de ne pas savoir, et puis tout le monde finalement s'accommode de la situation. On sait que le châtelain sort avec la bonne, et voilà. Donc personne ne pose la question, parce que ça serait quelque part gênant. Et puis une autre chose dont on se réjouit aussi, c'est la deuxième bonne nouvelle, après la France devenue le numéro 1 de la dette en Europe, c'est que les critères de Maastricht qui ressortaient à chaque intervention de la BCE, qui rappelaient qu'on avait des cadres précis, des niveaux d'endettement, des ratios à respecter, avec le Covid, fuite. Il n'y a plus de critères de Maastricht. Est-ce que ça fait une seule ligne? Est-ce qu'on a invité un Villeroy de Gallo à venir s'exprimer là-dessus, ou un Moscovici qui, après avoir fait le plus gros trou dans le budget français qu'on ait jamais vu avant d'intégrer l'Europe et de revenir au Conseil constitutionnel, il pourrait lui aussi dire, puisque lui il nous en balançait du critère de Maastricht lorsqu'il a endossé son costume de conseiller européen aux questions économiques, c'était Maastricht, et les critères à respecter. Là, pioup, il n'existe plus. Est-ce que quelqu'un s'est dit, bon, est-ce que quand même on essaie de trouver autre chose, ou on dit que c'est terminé pour de bon, ou qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle règle? Ben non, les critères de Maastricht n'existent plus, on n'en parle pas. Les cadres légaux de la BCE ont tous volé en éclats, ça a arrangé tout le monde, donc on n'en parle pas. Finalement, c'est le petit secret que tout le monde sait, enfin que tout le microcosme sait. Ah, par contre, quand il s'agit du peuple, alors on va lui dire, attention, n'exigez pas plus, n'exigez pas davantage de soutien, de protection, parce qu'on n'a pas les moyens, on a les critères de Maastricht. Mais ils n'existent plus. Mais pour le peuple, on va dire que les critères de Maastricht, ils continuent d'exister, bien sûr, puisqu'on ne les a pas officiellement révoqués. Donc on peut continuer de dire au peuple, attention, il faut respecter les règles, et les dettes, ça se rembourse. Donc pour vous, il y a clairement des gagnants et des perdants dans la situation. Si vous voulez, il y a une oligarchie qui est là-dedans comme un poisson dans l'eau, et qui là aussi tait ce petit secret qu'ils partagent tous, et c'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais, c'est que la dette, ça ne se rembourse pas. Si, le peuple, il faut lui dire que la dette, que ça se rembourse. Mais on ne lui dit pas
ou alors on le met dans un débat où il va se perdre. Est-ce qu'on peut ou pas annuler la dette, ne pas la rembourser, faire un jubilé Bon, l'Allemagne a fait déjà 2 fois défaut au cours du XXe siècle. On a remis sa dette. Hein, la dette, tout le monde a remis la dette de l'Allemagne, y compris la Grèce d'ailleurs. Hein. Elle a même fait une croix sur les réparations qu'elle était en droit d'exiger. Donc on a remis les dettes. Et là, on s'interroge. Donc voilà, on a un débat avec des Thomas Piketty, des signataires de tribunes dans le monde, etc., qui disent voilà, faut qu'on parle, faut qu'on raisonne. Est-ce qu'on peut annuler la dette ? Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Parce que une dette d'État, ça se roule, ça se refinance. Le TLTRO, on le crée en 2015 en disant c'est exceptionnel, ça dure 3 ans. En 2018, si tout va bien, on arrête. On savait très bien que dès qu'on a lancé ce truc-là, on savait que ça serait à perpétuité. Donc on a créé une nouvelle source d'argent magique. Et tout le monde sait très bien dans le microcosme que c'est même pas la question de savoir si on peut ou pas annuler la dette. On sait que ça ne se rembourse pas, mais c'est une évidence. C'est une évidence pour tout ce petit monde-là. Mais il ne faut surtout pas le dire aux gens qui nous regardent. Sur ce débat de la dette qui se rembourse, deux choses à dire. Le débat dont parle Philippe Béchave, c'est un débat parisiano-parisien. Parce que ce qui était extraordinaire en France, c'est que dès qu'on parle des questions européennes, on débat à l'intérieur du périphérique. Moi, je crois que notre mouvement politique est le seul à constamment expliquer ce qui se passe ailleurs. Mais il y a une façon extraordinaire de tous nos dirigeants qui est toujours de concevoir, moi, je veux une Europe ci, je veux une Europe ça, il faut que ci, il faut que ça. Je voyais que Madame Pécresse, pas plus tard qu'hier, elle expliquait sur tout à fait autre chose. Hein. C'était sur la directive concernant le droit d'asile. Il faut absolument réformer une directive qui a été faite en 2008 sous Sarkozy, sous le gouvernement du parti politique auquel elle appartient. Et pourquoi Sarkozy il a été obligé d'accepter cette directive droit d'asile ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la France toute seule pourrait la modifier ? C'est-à-dire qu'on parle toujours aux Français de l'Union européenne comme si c'était nous qui décidions, alors que nous représentons 1 sur 27 pays. Et que beaucoup des décisions les plus stratégiques doivent toutes être prises à l'unanimité. Et que le Danemark ou la Finlande, sur les questions, par exemple, d'immigration, n'ont absolument pas les mêmes intérêts que la France ou l'Italie ou la Grèce, parce que nous n'avons pas la même situation géopolitique, géographique. Je termine sur ce propos. Sur le débat sur la Grèce, sur le remboursement de la dette, c'est un débat, effectivement, de Thomas Piketty, M. Lordon, tout le monde y va de son... Mais c'est franco-français. Ça ne concerne pas les autres pays qui vont avoir à parler de ce sujet. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que il y a des pays qui sont effectivement dans une situation très difficile. C'est quand même l'Allemagne. On peut y ajouter le Luxembourg, la Finlande et les Pays-Bas, parce que ce sont dans le système dit Target 2, c'est-à-dire les soldes de la balance des paiements des courants à l'intérieur des pays de la zone euro, ce sont les 4 pays qui sont bénéficiaires. Et effectivement, Philippe cite maintenant les plus de 1 000 milliards d'euros de créances de l'Allemagne sur les pays du Sud. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Bundesbank allemande, elle a dans son actif 1 000 milliards de créances sur les pays du Sud. Mais si demain, la Banque centrale de Grèce ou la Banque d'Italie se met en défaut, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Allemands, depuis 1945, après les horreurs du nazisme, ils ont été les parias mondiaux. Ils n'ont pas eu le droit d'avoir la bombe atomique, quasiment pas d'armée dans les premiers temps. Ils ont été barrés de l'ONU jusqu'en 1973. Le peuple allemand n'a pu mettre son patriotisme, cette espèce de libido patriotique, si l'on peut dire. La seule chose qu'il a eu le droit de faire, c'est d'avoir une monnaie solide. Et il se rappelait que le nazisme avait proliféré avec la destruction du mark en 1923. Et que c'est là-dessus qu'Hitler avait commencé à son ascension. Donc, depuis 1949, lorsque les États-Unis ont rendu à l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, sa souveraineté monétaire, le peuple allemand a mis toute son énergie, son patriotisme dans le Deutschmark, une monnaie solide. Voilà. Et ce que pensent beaucoup d'Allemands en ce moment,
c'est que les 1000 milliards d'euros de créances qui se ramassent sur les pays, ce qu'ils appelaient le Club Med, hein, il ne faut pas oublier comment les Allemands appellent les pays du sud de l'Europe. Ils l'ont appelé le Club Med, ils l'ont appelé après ça, c'est pas très gentil, c'était Gypsy. Gypsy, ça veut dire Romanichel. Pour Greece, Italie, Portugal, Spain et Ireland. Il manquait le F, mais ils y pensent beaucoup. Donc les Allemands sont en train de se dire, notre beau Deutschmark, par exemple, je me rappelle un titre de Bild ou un truc, vous savez, c'était au sujet de la crise grecque. Die brennen unser schönen Euro. Ils brûlent, ils détruisent notre bel euro. Donc il faut bien comprendre que le peuple allemand, dans sa grande majorité, ne supporte pas cette perspective. C'est pour ça que, et aussi parce qu'ils se disent, c'est nous qui allons être au bout du compte, les 1000 euros de créances, c'est les 1000 milliards de créances sur les pays du Sud, c'est ce que disait le patron des patrons allemands. Et c'est ce que je disais, c'est la petite dette de jeu qu'on inscrit tous les soirs dans le petit carnet, et tous les soirs l'Allemagne en rajoute un petit peu par rapport aux autres joueurs. Mais les armes ne montent pas jusqu'au ciel. C'est là le problème. Parce que tout le problème, il est là. Ça pourrait continuer, Philippe a raison, ça peut continuer comme ça. Mais jusqu'où ça va continuer? Jusqu'à ce qu'il y ait 10 000 milliards, 100 000 milliards? Non. Il y aura forcément un moment ou un autre où il y a quelqu'un qui va dire stop. Voilà. C'est en tout cas ce que je pense. Et c'est là que... Alors, est-ce que ça va être le tribunal de Karlsruhe? Est-ce que ça va être autre chose? Je n'en sais pas. Un autre événement. Mais il faut bien voir que les Allemands, comme je l'ai dit... Et regardez ce qui se passe. On les a appelés les pays frugaux, d'ailleurs. C'était comme si c'est pas des pays frugaux, c'est des pays qui respectent les traités. Hein. Les pays, mais les Allemands, les Néerlandais, etc., ils voient avec beaucoup d'inquiétude ce qui est en train de se passer. Et jusqu'à l'explosion finale. Vous pensez que l'explosion de l'euro, elle est inéluctable, comme François Asselineau? Je dirais que là, pour moi, l'euro, c'est déjà le chat de Schrödinger. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. On est sûr d'une chose, c'est que si on ouvre la boîte, il sera mort. Parce que l'ouverture de la boîte le tuera. Donc on peut le supposer vivant, voilà, tant qu'on n'ouvre pas la boîte. Et c'est exactement ce qu'on fait. Depuis le début, l'euro est mal conçu, donc on refuse d'ouvrir la boîte. Donc on fait comme si dans la boîte, il y avait un magnifique chat, ou c'est comme le dessine-moi un mouton de Saint-Exupéry. Finalement, le mouton dans son carton, avec les 4 pattes qui dépassent, il est parfait, on peut l'imaginer parfait. Voilà, psychologiquement, voilà ce qu'est aujourd'hui l'euro, l'Europe. C'est un truc mal foutu et où on ne s'attaque pas effectivement aux problèmes. Et on continue en espérant peut-être, je ne sais pas, c'est une pensée magique, peut-être un miracle. Peut-être que les débiteurs de l'Allemagne vont trouver une substance miracle, un or bis qui permettra d'un seul coup de rembourser l'Allemagne, comme on va chercher de l'or au Pérou. Enfin, c'est dingue. Donc toutes les élites le savent, j'enfonce des portes ouvertes. Donc quand ils se retrouvent entre eux, ils savent tous où on en est, mais tous. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas qu'un journaliste s'empare du sujet, fasse débattre des gens qui connaissent un petit peu et qui vont dire attendez, voilà la situation et voilà comment on repousse de... Voilà, c'est comme un diabétique, on lui met de l'insuline, encore plus d'insuline, s'il continue de bouffer du sucre, il continuera d'être insulino-dépendant. Donc l'Europe, elle est aujourd'hui sous des niveaux d'insuline énormes. Donc à partir de quand le cœur va lâcher, c'est toute la question. Mais on ne peut pas faire machine arrière. Le foie est détruit, ou le pancréas, il faut rajouter de l'insuline. Et jusqu'à ce que le patient décède. Mais pour l'instant, tant que le patient peut arriver avec un grand sourire à une tribune européenne, etc., et prononcer un discours en disant que tout va bien, c'est parfait. En ce qui concerne, je termine là-dessus, qu'est-ce que peut faire le tribunal de Karlsruhe? Dire vous avez triché. Tout le monde sait bien que l'Europe a triché, enfin que la BCE a triché. Bien sûr. Non, mais s'il dit on vous interdit, c'est contraire à la Constitution. Eh bien là, Joker. Le Joker, c'est, et Ursula von der Leyen l'a déjà plus ou moins laissé transparaître. Attendez. La Cour constitutionnelle allemande, c'est juste une Cour constitutionnelle d'un pays. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, le droit qui s'applique, c'est celui... Et ce qui va s'appliquer, ce sont les arbitrages rendus
par le tribunal de justice du Luxembourg. L'Allemagne n'est qu'un pays, bon, un peu plus gros, si vous voulez, que la Slovénie ou la Lettonie. Mais ce n'est qu'un pays. Et la Cour de Karlsruhe, c'est un truc local. Aujourd'hui, au niveau européen, si la Cour de justice du Luxembourg juge légales les transformations ou les adaptations que la BCE a fait des règlements pour lesquels tout le monde avait signé, si les Allemands ne sont pas d'accord, c'est juste l'avis des Allemands. Mais globalement, en Europe, on est bien d'accord que la BCE fait exactement ce qu'il faut. Oui, Philippe a tout à fait raison de signaler le rôle de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg et qui effectivement dit le droit européen. On a déjà vu l'année dernière effectivement le conflit d'interprétation entre la CJUE et le tribunal de Karlsruhe. Sauf que derrière la CJUE, il y a Madame von der Leyen et il y a rien. Parce que le peuple européen n'existe pas. C'est une structure comme ça, en l'air. Tandis que derrière le tribunal... On a nous faire voter pour savoir si on voulait de cette Cour de justice. Tandis que derrière le tribunal de Karlsruhe, vous avez sans doute 80%, 85% des 80 millions d'Allemands qui seront d'accord. Vous aurez également les Néerlandais, les Luxembourgeois, les Finlandais, les Autrichiens qui seront d'accord. Donc, d'ailleurs, en plus de ça, il y a quand même un adage qui paye une commande. Donc si l'Allemagne si le gouvernement allemand se voit interdire par le tribunal de Karlsruhe, sachant qu'en Allemagne, on a un respect extraordinaire du tribunal de Karlsruhe, qui a été créé à la demande d'ailleurs des Alliés, et pour die Deutsche Verfassung, c'est-à-dire la constitution allemande, parce que justement, ils ne veulent pas revenir aux errements du nazisme. Donc, piétiner que si le tribunal de Karlsruhe dit c'est inconstitutionnel, l'Allemagne doit se retirer, eh bien, Mme Merkel, elle sera très très mal pour continuer quand même, parce que ça risque de faire une révolution en Allemagne. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc moi, je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas du tout négliger. Pour revenir à ce que vous disiez, votre question, oui, moi je pense que l'euro va exploser. J'ai fait d'ailleurs toute une conférence il y a plusieurs années qui s'appelle La tragédie de l'euro, que on peut voir sur Internet, sur YouTube, sur notre chaîne UPR TV. Toutes les monnaies plurinationales, c'est de l'histoire monétaire depuis des siècles, ont toujours explosé. Toutes. Parce que un peuple, c'est en fait une nation et une monnaie. Une monnaie et une nation, c'est à peu près identique. J'explique, il faut revenir notamment au premier livre des Maccabées. C'est la première fois que l'on voit dans l'histoire des hommes, dans la Bible, l'idée qu'un peuple et une nation, c'est la même chose. Parce que il faut une solidarité naturelle. D'ailleurs, le défunt Robert Mundell, qui est mort il y a quelques jours, qui était le père de l'euro, qui était l'inventeur des zones monétaires optimales, l'avait dit. Une monnaie ne peut fonctionner durablement que si elle est dans une zone monétaire optimale. C'est-à-dire que lorsque une des parties de la zone subit un choc asymétrique, comme on dit, les autres parties se sentent solidaires. En France, par exemple, chaque année, sans qu'on le voie, il y a des subventions secrètes, cachées, si l'on peut dire, des zones les plus riches, la région parisienne, le couloir rhodanien, etc., la région de Toulouse, etc., celles qui produisent le plus de valeur ajoutée, par rapport aux zones les plus pauvres. On maintient des services publics en Lozère, en Corse, etc. Il y avait le défunt Raymond Barre qui avait fait scandale, je me rappelle, dans les années 80, je crois, ou quand il était Premier ministre, quand il avait dit que la Corse pouvait prendre son indépendance bien fait. Ça nous coûtait, il disait, 6 milliards de francs. Ça avait fait un scandale. Mais pourquoi ça avait fait scandale ? C'est parce que c'est ce qu'on appelle la collectivité nationale. Il ne vient à l'esprit de personne en France de se dire que c'est anormal que l'État finance une préfecture, une sous-préfecture, des prestations chômage, des services extérieurs de l'État, des hôpitaux, etc., en Lozère ou en Corse. Parce que c'est la France, ça nous paraît normal. Mais est-ce que c'est normal que la France finance, alors compte tenu de la situation dans laquelle on est, que l'on finance par exemple actuellement une autoroute construite au Monténégro, qui n'est même pas dans l'Union européenne, construite par des Chinois sur financement européen. Est-ce que c'est normal ? Alors en France, il y a tout un lobby qui dira mais non, c'est tout à fait normal que l'on paye des autoroutes au Monténégro, un pont en Croatie, etc., alors que nous, toutes nos infrastructures sont en train de s'effondrer. Mais en réalité, c'est pas normal. En réalité, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors il est vrai qu'en France, ce débat-là n'a pas lieu. Je suis notamment totalement blacklisté des médias. Mais c'est pas parce qu'on interdit ce débat en France qu'il n'a pas lieu ailleurs.
Et ailleurs, ça veut dire en Allemagne, ça veut dire aux Pays-Bas, ceux qu'on dit les pays frugaux, eux, ils en ont marre de se dire on est en train de financer, en plus pour le bénéfice d'entreprises chinoises en Croatie ou en Monténégro, ce sont des exemples, on pourrait les multiplier à l'envi. On en a marre de financer ça. Nous avons chez nous des pots, des ci, des ça qu'il faut financer en premier. C'est-à-dire que là, on touche du doigt le problème numéro un. Est-ce que l'Union européenne en général et la zone euro en particulier sont des zones monétaires optimales? Pour que l'euro puisse fonctionner, il faudrait que l'Allemagne accepte de payer jusqu'à la fin des temps les chômeurs italiens, grecs, portugais, français. Non. Ça, c'est en tout cas mon point de vue. Ça finira par exploser. Donc, en cas d'explosion de l'euro, qu'est-ce que vous conseillez à vos lecteurs pour se protéger de cette crise qui peut arriver finalement bientôt? Les lecteurs qui me connaissent savent que je juge effectivement l'explosion de la zone euro inéluctable, mais que je ne la juge pas imminente. Vous voyez, c'est un petit peu comme notre Soleil. On sait qu'il a des réserves de carburant pour encore 4 ou 5 milliards d'années, qu'ensuite son enveloppe gonflera, qu'il ira chercher des ressources bien au-delà de l'orbite de Vénus et peut-être même de la Terre, et puis qu'à un moment, il se produira une implosion. Donc avant qu'on voit ce phénomène d'inflation et d'implosion, il va se passer du temps. Alors le phénomène d'expansion de l'enveloppe globale, on est en train de l'avoir. C'est-à-dire que là, on a l'Europe, on a la BCE qui crée de la liquidité. La BCE maintenant a son bilan. Elle a 72%, l'équivalent de 72% du PIB européen sous forme de dette. 72%, c'est exactement le double des 36 que détient la Fed. Donc on a beau dire que la Fed, c'est n'importe quoi, que c'est la planche à billets, on parle beaucoup de la Fed. Pour l'instant, la Fed ne détient que 36%. La BCE détient 72%. Et donc on se trouve finalement à mi-chemin, la Banque centrale du Japon détenant 144 ou 150% maintenant du PIB japonais, autodétenu. Donc, si vous regardez le Japon, vous dites, mais finalement, il y a encore pas mal d'espace. Entre 72 et 144, on peut encore doubler. Voilà. Donc, je dis que ça prendra du temps, mais inexorablement, quand on aura gonflé peut-être à 144% du PIB européen, c'est-à-dire qu'on aura atteint en fait le niveau d'endettement de l'Italie avant la crise, il y a un moment où ça éclatera. On ne sait jamais exactement. Vous savez, dans le ciel, on explore avec Hubble des tas de géantes rouges, dont certaines, on se dit, elles peuvent péter du jour au lendemain. Il y en a qu'on observe depuis un siècle et qui n'ont toujours pas pété. Mais on sait qu'elles vont se transformer en supernova à un moment ou à un autre. Donc pour mes lecteurs, je dis voilà quel est le fond du problème, mais je ne dis pas que l'apocalypse est imminent, je dis qu'il est juste inéluctable. Voilà. Donc quand on détient une monnaie, si c'est le marque, on peut avoir confiance. Si c'est la lire italienne, il vaut mieux en permanence acheter des biens tangibles qui ne se dévaluent pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'Italiens riches achètent des biens en Allemagne. Voilà, parce que si jamais la zone euro explose, ils préfèrent par avance avoir quelque chose qui sera de l'euro-marque plutôt que de l'euro-lire ou de l'euro-délire. Enfin, donc, il faut avoir une partie d'actifs tangibles. Il faut avoir une partie d'actifs dont on est certain de pouvoir en garder, en conserver l'usage. Et cet usage va nous être peu à peu confisqué par l'apparition des monnaies numériques. Donc, la Chine est déjà en train mais elle fait surtout ça pour échapper, si vous voulez, aux fourches codines de la justice américaine qui peut appliquer le droit américain à quiconque use du dollar, y compris avec des gens qui n'agréent pas au gouvernement américain. Donc les Chinois veulent créer une monnaie numérique sur laquelle les Américains n'auraient aucune possibilité de regard, sauf à éventuellement mettre en place des équipes de hackers capables de décrypter ce que fait la Chine de cet argent, avec qui et en quels termes, quelles garanties elle prête ou pas. Voilà. Donc la Chine veut créer de la monnaie numérique pour échapper à la surveillance américaine. Nous, on veut créer de la monnaie numérique pour contrôler les citoyens.
Alors la Chine, bien sûr, le fait aussi, le contrôle des citoyens. Mais je dirais que c'est presque secondaire par rapport à l'enjeu géopolitique. Nous, en Europe, ça sera juste pour contrôler les citoyens. Qu'est-ce que permettrait une monnaie numérique avec une blockchain? Ça permet de dire, voilà, chaque ménage ayant son compte maintenant à la BCE, on peut donc virer directement de l'argent sur son compte, et cette personne peut faire le ménage ou la personne peut faire des dépenses en supprimant deux intermédiaires, la banque, Mastercard, Visa, American Express. Donc on supprime deux intermédiaires. Avec la blockchain, c'est sécurisé, on a économisé et ça va peut-être même plus vite. Ça, c'est le truc pour nous vendre le bazar. Mais la deuxième chose que les gens vont peut-être comprendre un jour, mais ça sera certainement trop tard, c'est que l'argent que la Banque centrale peut virer sur votre compte, eh bien, c'est un petit peu comme les tickets aux États-Unis, là, c'est les bonds, les bons à dépenser. Eh bien, quand vous arrivez à la caisse du supermarché avec votre carte de crédit sur laquelle on a remis des unités, 500 $, quand vous arrivez à la caisse, chaque fois que vous passez une bouteille d'alcool, ça fait mep. Vous devez retirer la bouteille d'alcool. Ensuite, vous avez éventuellement un baba au rhum. Bip. Le baba au rhum, pareil, il faut le mettre de côté. Avec cette carte de crédit, vous n'avez le droit qu'à une liste d'achats bien précis. C'est exactement ce que vont permettre les monnaies numériques. On pourra dire, voilà, vous avez reçu une somme sur votre compte, mais attention, la blockchain a fractionné, donc vous avez tant pour les voyages à l'étranger. Donc vous avez déjà fait un voyage cette année en avion, donc vous en ferez pas un deuxième. C'est limité. Vous voulez financer un parti? Ah non, vous ne pouvez pas financer tel parti parce que aujourd'hui il ne figure plus dans la liste de ceux qui permettent d'obtenir des déductions. Vous allez à la pharmacie, vous avez le droit, etc. Mais si vous voulez dépenser plus, il faudra expliquer pourquoi. Enfin, la monnaie numérique, ça permettra de contrôler absolument ce que les gens dépensent, puisque en fait, ils n'auront plus la maîtrise totale. Certes, ils auront l'argent, mais l'argent ne pourra pas, ça ne sera pas fongible. C'est pas comme notre billet aujourd'hui, on peut acheter ce qu'on veut. Avec de la monnaie numérique, eh bien, il y aura une fraction du billet de 10 € qui permet d'acheter une baguette, un truc un peu plus grand qui permet de faire le plein de sa voiture. Voilà, donc il faut penser aujourd'hui à disposer de biens qu'on peut échanger sans que la Banque centrale ou un quelconque organisme supervise. L'Europe, elle est à fond, je le dis bien, elle est vraiment à fond pour la mise en place d'une monnaie numérique. Et le jour où on aura créé cette monnaie numérique, alors on n'aura plus aucun risque finalement avec les marchés et avec la possible révolte des gens, parce que vous ne pourrez plus transformer votre monnaie numérique en dollars, en yens, en ce que vous voulez. Quel est le problème aujourd'hui d'une monnaie si elle n'inspire plus confiance? C'est qu'on va aller chercher une autre monnaie. On va aller chercher typiquement du dollar, ou on ira chercher de la couronne norvégienne, ou on ira pourquoi pas chercher du yuan. Mais si la Banque centrale contrôle absolument l'usage que vous faites de votre monnaie numérique, eh bien le contrôle d'échange, il n'y aura plus qu'à faire un clic de souris et à dire le contrôle d'échange c'est terminé, vous ne pouvez plus échanger votre euro contre autre chose, donc finalement l'euro ne s'effondrera pas puisqu'on ne pourra pas l'arbitrer contre autre chose. Donc voilà pour moi une des solutions pour éviter que l'euro n'éclate, c'est éviter que ceux qui en détiennent puissent le convertir en autre chose. Je pense que l'idée, elle doit drôlement trotter et doit faire partie des réflexions actuelles. Donc je pense qu'il faut avoir autre chose que de l'euro. Donc il faut avoir d'autres devises, effectivement, avant qu'on nous interdise de pouvoir effectivement échanger en autre chose. Alors l'immobilier est un bon moyen de se protéger contre l'inflation. L'argent en est un meilleur. Et l'argent existe aussi sous forme de pièces. Certaines ayant cours légal, comme la Maple Leaf ou la Philharmonique, etc. Vous avez des pièces d'argent qui ont cours légal. Donc c'est pas mal de détenir ça, parce que quand vous vous déplacez dans un autre pays, personne ne peut savoir ce que vous avez fait de votre argent. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette idée Alors, il y a beaucoup de choses, c'est très riche dans ce que vient de dire
Philippe, bon, le schéma orwellien, effectivement, des monnaies numériques qui permettent de tout verrouiller, etc., c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse où la Terre devient invivable, en fait. C'est une hypothèse où les peuples finissent par tout accepter, y compris... C'est pas ce qui se passe en France en ce moment, parce qu'on accepte pas tout. Oui, mais... On accepte tout, toutes les mesures les plus liberticides, les plus absurdes, on accepte tout. Ce Covid est une expérimentation incroyable. Oui. Est-ce qu'on aurait pu dire il y a un an que les Français vont accepter tout ce qu'ils ont accepté et qui est absurde, où la science a démontré que c'était faux et inutile, et on continue de l'accepter. Oui, mais on acceptera tout. Oui, mais quand même. D'abord, c'est beaucoup moins accepté dans beaucoup de pays du monde. On voit de partout le réveil, non pas comme en 1848, le réveil des nationalités, on voit quand même de partout le réveil des libertés des peuples. Et même si effectivement le peuple français est d'une apathie extraordinaire, parce qu'il est lavé, les médias français, je pense, sont parmi les pires du monde, puisque aucune opinion, enfin le débat qu'on a avec Philippe est un débat quand même, je crois, très intéressant, grand public, de qualité, etc. C'est absolument interdit sur TF1, sur BFM. Un débat de cette nature est interdit en France sur les grandes chaînes de télévision et de radio. Donc on a en France un système de lavage de cerveau extraordinaire. Ça n'est pas le cas ailleurs. Je rappelle par exemple les Britanniques, ils ont voté le Brexit parce qu'il y avait une partie de l'établissement, de l'establishment de la finance, mais des journaux qui avaient appelé à voter pour le Brexit. De même qu'en Allemagne, vous avez une partie importante de l'establishment francfortois qui veut sortir de l'euro. En France, nous, on est dans un système très particulier. Moi, je fais quand même confiance à l'être humain, de façon générale, pour empêcher l'apparition d'une société aussi totalitaire, malheureusement qui n'est pas forcément impossible techniquement, mais aussi totalitaire que celle que Philippe décrit avec ses monnaies. Moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, il y a deux éléments qu'il faut rappeler aux gens qui ne le savent pas forcément très bien. C'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit. C'est pas vrai. C'est d'ailleurs en allemand, on appelle ça die gemeinsame Währung, c'est-à-dire la monnaie commune. Die einheitliche Währung, c'est-à-dire la monnaie unique, c'est le Deutschmark après la réunification allemande. Pourquoi ça? Parce que c'est pas un détail ce que je dis. C'est parce que les Allemands, au moment de Maastricht, ont demandé et obtenu, puisque quand l'Allemagne veut, elle obtient, ont demandé et obtenu un système facilement réversible. C'est-à-dire qu'il y a toutes les banques centrales nationales qui ont subsisté. Nous aurions une monnaie unique si toutes les banques centrales avaient disparu, s'il n'y avait plus de Bundesbank, plus de Banque de France, plus de Banque d'Italie, et qu'il n'y ait plus que la Banque centrale européenne. Mais la Banque centrale européenne n'est qu'une cerise sur le gâteau. Son encours, c'est à peu près, je crois, 9% de l'encours général des banques centrales des pays de l'Union européenne. Et donc, lorsque vous avez 100 000 euros ou 10 000 euros, enfin 100 000 euros, c'est Philippe sur son compte. Moi, j'ai 100 euros sur mon compte. Mais si vous allez sur un compte bancaire, mettez, vous avez 1 000 euros au Crédit Lyonnais et Champs-Élysées, par exemple. C'est 1 000 euros de créances sur la Banque de France. Et vous avez le droit, c'est le principe du libre établissement au sein de l'Union européenne et de la libre circulation des mouvements de capitaux, vous avez le droit d'ouvrir un compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf ou au Crédit Lyonnais de Unter den Linden à Berlin et de transférer vos 1 000 euros. Donc a priori, ça sera la même monnaie, sauf que non. Parce que quand vous avez 1 000 euros dans votre compte Paris, aux Champs-Élysées, c'est 1 000 euros de créances sur la Banque de France. Quand vous les transférez en Allemagne, c'est 1 000 euros de créances sur la Bundesbank. C'est exactement ce que j'expliquais à propos des Italiens qui ont acquis des actifs en Allemagne, parce que si justement cette réversion survient, ils détiendront à ce moment-là non plus des euro-lire, mais des euros Deutschmark. Oui, il n'y aura même plus le mot euro. C'est-à-dire que, pour répondre directement à la question, moi, ce que je conseille aux gens de faire, d'abord, la première chose à faire, moi, ce que je me suis appliqué à moi-même, c'est d'essayer de s'acheter son propre logement. Déjà, l'immobilier, c'est quand même sur longue période quelque chose qui ne trompe pas, et puis vous avez toujours besoin de vous loger. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, c'est effectivement d'avoir, si possible, si vous avez de l'argent. Je m'adresse à des gens, ça dépend de la fortune des gens. Mais ça peut être aussi, éventuellement, un petit appartement, un studio pour un ou deux enfants. Bon. Ça peut être aussi quelques jolis, je sais pas, un joli tableau, un beau meuble, etc. Ce sont des choses qui sont concrètes. Il faut garder un petit pourcentage pour de l'or métal ou de l'argent métal. Je suis d'accord avec Philippe. En général, on dit 5 à 10% du patrimoine, parce que quand tout s'effondre avec vos monnaies, les crypto-monnaies, les trucs et les machins, si tout s'effondre et qu'il n'y a même plus d'ordinateur, même plus d'électricité,
Depuis que le monde est monde, et si vous avez une pièce en or, c'est accepté partout, dans toutes les civilisations, à tous les moments, sur tous les continents. Hein. Donc avoir quand même une petite réserve en or physique, surtout pas d'or papier. Et puis, si vous avez des disponibilités, ben vous faites effectivement comme les Italiens, les insiders, ceux qui savent comment ça marche. Les très grandes entreprises, les très grandes fortunes vont placer leur argent en Allemagne. Puisque quand ça va exploser, les créances sur la Bundesbank deviendront des nouveaux Deutschmark. On peut anticiper que le nouveau Deutschmark grimpera de l'ordre de 35% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, de l'euro. Et la France, le nouveau franc, perdra 10 à 15%. La lire, moins 35, et le drachme, moins 50. En fait, on retrouvera l'évolution qui a été masquée par l'euro des monnaies, de ce qu'aurait été le cours des monnaies si elles avaient pu fluctuer librement depuis 1999, le moment où on a verrouillé. Voilà quels sont, pour ce qui me concerne, mes conseils de placement. Écoutez, c'est très intéressant d'avoir des points de vue comme les vôtres sur ces questions. Et donc, nous allons maintenant inviter nos internautes à réfléchir sur le sujet. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Et je remercie également ceux qui ont regardé cette vidéo. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter pour la fin de cette vidéo? Je dirais un mot. Vous me permettrez, compte tenu du fait que je suis à la tête d'un parti politique, d'avoir une petite coloration politique à ce dernier mot. C'est que les Français se disent qu'il va y avoir dans un an l'élection présidentielle. Et je voudrais rappeler quelque chose. Qui, au cours des 15 dernières années, a fait le plus grimper l'endettement en France? Les candidats qui avaient dit qu'ils allaient lutter contre l'endettement. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Avec Nicolas Sarkozy et Macron, l'endettement de la France a explosé. Alors qu'ils ont été élus pour contrer justement l'endettement. Ça veut donc bien dire que nous sommes face à des processus où la volonté d'un être humain, on peut créditer Sarkozy ou Macron d'avoir honnêtement voulu diminuer l'endettement. La volonté d'un être humain ne suffit pas. Nous sommes face à des procédures, des processus qui transcendent les volontés. Nous sommes face à quelque chose qui ne peut pas marcher. Et je suis de ceux qui pensent qu'il vaut beaucoup mieux. Vous savez, c'est comme quand vous avez un mal de dents. Ne croyez pas qu'il va s'améliorer. Plus tôt vous le traitez, mieux il est géré. Si vous le laissez pourrir, ça ne se guérira jamais de soi-même et ça va entraîner, ça peut aller jusqu'à une septicémie générale et la mort. Donc il faut opérer la dent. Voilà. Et opérer la dent, ça veut dire qu'il faut, en harmonie avec nos partenaires, convenir que l'euro est une utopie qui ne peut pas marcher et qu'il faut maintenant arrêter les frais. Voilà ce que je dis. C'est en tout cas le programme que je présente aux Français. Philippe a un dernier mot aussi. Alors moi, je suis bien d'accord. Il faut arrêter les frais, ou il aurait fallu les arrêter bien avant. Pour moi, maintenant, l'euro, j'ai dit, c'est le chat de Schrödinger. On ne connaît même pas aujourd'hui son état dans la boîte. On ne sait même pas s'il a muté ou pas. Si jamais on pouvait, par rayon X, regarder ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y a dans la boîte, je pense qu'on ne comprendrait même pas ce qu'on est en train de voir. Donc on est dans quelque chose on est dans une période extrêmement troublante, où plus personne ne sait où est le vrai, où est le faux. Quand on est confronté à des menteurs, et ces menteurs sont le personnel politique, les médias, certains scientifiques dont on comprend qu'ils ont des intérêts cachés ou qu'on peut connaître assez facilement. Le problème, c'est que quand on ne croit pas les menteurs, mais qu'on n'a plus rien de solide en face, oui, d'accord, alors l'euro va exploser. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Moi-même, je ne suis pas vraiment capable de répondre. Je dis, voilà, comme François, si l'euro éclate, le dollar vaudra 35% de plus par rapport à telle ou telle monnaie. Voilà ce qu'on peut dire mécaniquement. Mais on n'est même pas sûr que ça se passe comme ça. Moi, je disais, s'il y a la monnaie numérique, on ne saura pas, ou on ne sera plus en mesure d'échapper à l'euro. Vous voyez, donc il y a des tas il y a une arborescence de possibles. Mais le problème de cette époque, c'est qu'on ne sait plus qui dit le vrai et qui dit faux. Et alors moi, j'invite surtout ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent, à surtout ne pas me croire, à vérifier tout ce que je dis et à essayer de trouver les preuves que je mens, que j'essaie d'influencer, que j'essaie par des sophismes de prouver des choses qui n'existent pas.
je veux que les gens critiquent et cherchent à prendre en défaut ce que j'écris. Voilà. Alors que vous avez en face de vous aujourd'hui une majorité de gens qui vous disent « croyez-moi », par le statut, alors le statut parce qu'on est un officiel, où on a un titre de professeur, où on a un titre de quelque chose, c'est ce que j'appellerais l'argument d'autorité. Et ensuite vous avez des médias qui reprennent tout ça sans contradiction, sans contre-enquête, alors que le mot contre-enquête, justement, c'est la base du journalisme et de l'information. Moi, c'est ce que je fais en permanence. Donc, j'essaie de faire ce que ne font pas les médias, de démonter les mensonges qu'on entend. Mais quand je présente quelque chose, et que c'est ma version, je dis à ceux qui me suivent, chercher à voir quel est le point faible, qu'est-ce que j'ai raté, là où j'ai pas fait la bonne analyse, où j'ai pas été assez clairvoyant. Je pense que si chacun commence à appliquer ce précepte de tout questionner, de chercher l'information, alors tout ce qu'on a décrit, François et moi, tout ça va s'effondrer. Les menteurs vont apparaître pour ce qu'ils sont, des menteurs. Les corrompus apparaîtront pour ce qu'ils sont, des corrompus. Et là, peut-être qu'effectivement, on pourra envisager le monde sous un jour nouveau. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Sachez que si la thématique de ce débat vous a intéressé, Philippe aborde régulièrement le sujet dans sa lettre Béchade confidentielle et vous pourrez également y trouver des conseils pour mieux anticiper les conséquences de la potentielle crise à venir. Donc pour vous abonner à Béchade confidentielle, il vous suffit de cliquer sur le lien en barre de description. Vous pouvez également retrouver les analyses de François Asselineau sur la chaîne YouTube de l'Union populaire républicaine. Le lien sera également en barre de description. Je vous remercie à tous les deux et je vous souhaite une excellente continuation. À très bientôt. Merci. Merci.